Modibo était, Valen Guédé, on était tous membres du conseil d'administration du Burida. Donc, ils venaient nous voir. Donc, on était vraiment Mais quand ils font le coup d'État en 99, pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Toi, tu ne dénonces pas ça particulièrement? Mais je ne sais pas, quand ils ont fait le coup d'État, ils n'étaient pas même, puisque ce coup d'État-là avait été accepté par le peuple de Somme toute, mais c'est une action antidémocratique quand même. Oui, mais qu'elle soit antidémocratique ou pas, à partir du moment où ce coup d'État-là a l'assentiment du peuple, moi je me mets du côté du peuple. Quand le coup d'État a l'assentiment du peuple, par exemple au Mali, ce coup d'État-là a eu l'assentiment du peuple. Mais tu ne vois pas que là, justement, on est en train de faire un peu l'historique, on va dire, de la crise ivoirienne, parce que ça commence en 99. Lorsqu'un coup d'État, qui est un acte antidémocratique, est salué, qu'on trouve salutaire, et qu'après, ça devient en une rébellion armée en 2002, c'est là on trouve qu'il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas parce que toi, en ce moment, tu étais du bon côté de l'histoire que tu as trouvé ça salutaire? Parce que ceux qui étaient au pouvoir en son temps au PDCI ne pouvaient pas trouver ça salutaire. Hein? Oui, mais bien sûr. Bien sûr que ceux qui étaient au pouvoir, parce que moi, je combattais le PDCI. Moi, j'étais aux côtés des forces vives pour combattre le PDCI qui confisquait, qui avait un système de gestion qui ne nous servait pas. C'est pour ça que j'étais le parrain de la FECI. C'est pour ça que je défendais des causes, cette cause-là à côté. Parce que moi, je suis un allié. J'ai été, depuis 90, je suis l'allié naturel du Front populaire ivoirien. C'est pour ça qu'à côté du président Laurent Gbagbo, donc j'embrasse les idées et tout, parce que c'est le combat. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans ce combat-là des forces vives de la nation. Donc moi, j'ai toujours soutenu toutes les forces vives de la nation. La preuve en est que dans le temps, je n'ai pas soutenu le PDCI quand le PDCI était avec le Liban. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle, je soutiens le PDCI qui est aujourd'hui une des forces vives pour que la démocratie et la réconciliation se fassent en Côte d'Ivoire. J'ai toujours voulu être du côté où le peuple se retrouve. Si le peuple est content de quelque chose, c'est ce qu'il est content de ça. Si le peuple n'est pas content, c'est parce que quand tu as vu en 90, quand je suis venu, j'ai dit, je suis la bouche, les yeux et les oreilles du peuple. J'ai fait une petite emphase. Hein. Aujourd'hui, on estime que le peuple ivoirien est content parce qu'il y a beaucoup de goudron, il y a un développement. Donc aujourd'hui, tu es en phase avec le peuple ivoirien par rapport à la gouvernance du président Ouattara, alors du coup. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. Quand tu dis le peuple ivoirien est content parce qu'il y a goudron, faut dire les partisans de M. Ouattara sont contents parce qu'il y a goudron. Mais on peut te retourner la même question. Non, j'arrive. Je vais répondre à ta question, ne t'en fais même pas. Faut dire les partisans de Ouattara sont contents. Parce que si c'était pour mettre des goudrons, pour construire des immeubles, pour construire des trucs, mais M. Ouattara aurait dû demander au président Laurent Gbagbo d'être le gouverneur d'Abidjan. Ou bien le gouverneur d'Abidjan pour développer Abidjan. Si c'était pour ça. Parce que aujourd'hui, la situation dans mon pays, c'est du tape à l'œil. Parce que pendant que on essaie de montrer la face cachée de la misère des Ivoiriens dans des goudrons, dans tout passant, c'est celui qui n'a pas été à l'école qui va se mettre dans cette comédie théâtrale-là. Non. Moi, je sais que les oligarchies internationaux sont installés à Abidjan et ils puisent tout, parce que c'est eux qui nous disent que notre PIB là est bien. Parce qu'ils ont le temps d'envoyer tout notre argent dans le pays. Là, tu es sur ton terrain de prédilection, mais on va aller. Si tu veux que je m'arrête là, on va s'arrêter là. T'inquiète. Non. On va y arriver, forcément. On était sur le parrain que tu étais pour la FECI, avec l'un de tes filets, justement, Guillaume Soro, qui s'est retrouvé après dans la rébellion, que tu as présenté à IB, justement. IB, un petit mot sur lui rapidement. C'est vrai qu'il est décédé aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vrai qu'en tant qu'ami, tu as levé le pied, on va dire ça comme ça, sur l'action qu'il avait menée en son temps, mais après vos rapports, avant son décès, non, comment... je vais peut-être te surprendre. Je suis un humain. Je te jure que la mort de IB m'a fait mal. C'est normal. Ça m'a fait vraiment mal parce que c'était un gars vraiment gentil, poli. Je sais pas qu'il allait se fouler dans ce truc-là, mais ça m'a vraiment fait mal. OK? Et je vais encore te dire que
Je n'ai aucun, c'est-à-dire aujourd'hui, Guillaume Soro, Soul et tout, je n'ai pas une mauvaise idée de ces personnes, non. Parce que moi, j'estime que chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, ok, assumera les actes qu'il a posés. Ce n'est pas à moi de les juger. Non, moi je ne jugerai pas, je ne jugerai personne. J'essaie de faire de mon mieux pour que les choses avancent. En tant que parrain, en tout cas, c'est une très bonne posture. Justement, avec ton filleul Guillaume Soro, c'est vrai que vous n'êtes pas trop en contact, mais lorsqu'il était ministre, premier ministre, quels étaient vos rapports? En fait, quand on se voyait, c'était dans des cérémonies. En tout cas, il m'a toujours appelé le parrain. Il m'a toujours respecté. Il m'appelle le parrain. C'est-à-dire, tous mes filleuls aujourd'hui m'ont toujours appelé le parrain. Parce qu'ils ont toujours reconnu ce que j'ai été pour eux. Parce que j'ai tenu la fessille de bout en bout de 90 jusqu'à ce que donc j'ai donné de moi. Vous voyez cette trace-là? Sur mon corps, c'était le 5 août 1999. Quand j'ai eu les 5 tendons coupés au Mont Zato, quand j'allais chercher Charles Blé Goudé, secrétaire général de la FESI, qui était recherché par les forces de l'ordre et qui ont attaqué qui sont rentrés violemment dans ce truc-là, et j'ai eu les 5 tendons coupés. Nous étions Dieu et c'était, comment on appelle ça, Alpha, Blondie et le Bluida qui m'ont amené rapidement à la Pisam. Ok? Peut-être que j'aurais perdu un bras parce que j'ai eu les 5 tendons coupés. Et ce jour-là, il y a une journaliste qui m'a sauvé la vie. Elle s'appelle Fabienne Pompé. C'est celle-là qui était là au moment où, parce que quand il y a eu les 5 tendons coupés, puis je suis descendu, mais la brigade anti-émeute est rentrée, mais ils ont tabassé, mais tout de même. Et donc, si tu veux, c'est elle qui était là, qui était sur moi, qui empêchait les gens de me faire ce qu'ils avaient envie de me faire. Donc, j'ai traversé beaucoup. Vous savez, j'ai toujours dit que la voie d'artiste engagé que j'ai choisie, c'est la voie la plus difficile que j'ai choisie et que j'assume. Parce que c'est la voie où on peut te tuer, on peut t'envoyer en exil, on peut te mettre en prison. C'est le choix que peut-être mon destin a voulu que je choisisse, et je l'assume pleinement, sans regret. Et je joue ce rôle-là c'est-à-dire à 2000%. Ça aurait pu faire l'objet peut-être de conclusion de cette interview, mais on va refermer rapidement la parenthèse. Guillaume Soro, là, ton filleul qui, des années après toutes les hautes fonctions qu'il a pu exercer en Côte d'Ivoire, se retrouve aujourd'hui dans un engrenage où il est en exil et plane sur sa tête une condamnation à perpétuité. Si tu as un message là à lui faire passer, ce serait quoi à Guillaume Soro? Je n'ai pas de message particulier à lui faire passer. Je pense que lui-même, quand je l'écoute, lui-même regrette ce qu'il lui-même regrette aujourd'hui, et la preuve, à tout moment qu'il en a l'occasion, je crois que c'est l'un des rares qui demande pardon aux Ivoiriens. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est engagé dans un truc et qu'aujourd'hui, il est trahi dans son engagement. Il avait pris pour quelqu'un. Ok? Et lui-même le dit, c'est pas, lui-même il le dit, il a fait des interviews avec la presse française ici, il a dit, donc j'ai pas mais là, c'est le parrain. Moi, à son filleul, là. Oui, c'est ça que je dis, non, ce que je peux dire, moi, ouais, c'est que je souhaite, dans le cadre, c'est pour ça que j'ai aimé l'action du président de Gbagbo. Laquelle? C'est fort. Fait que, non, ça, on va arriver à ça. Non, c'est pour ça que je fais la parenthèse pour dire que là, tu me demandes de dire, je dis non, que moi, dans la posture parce qu'aujourd'hui, il est en exil comme moi. Et il a dit à tout le monde que mais si tu as un petit mot de réconfort pour lui quand même. Non, je veux dire, c'est vrai qu'on a suivi pas mal de ses discours, même s'il parle. C'est un mot de réconfort que tu demandes. Voilà, même s'il parle. Je ne pense pas que Bogota ait besoin de mots de réconfort, parce que il
il a pris toutes les dispositions nécessaires pour vivre son exil. Ok? Je n'ai pas ce que je peux dire, ce que je peux souhaiter, pour moi, c'est que si on rentre normalement dans cette phase de réconciliation réelle, je souhaite qu'il rentre en Côte d'Ivoire comme tout le monde. Ça, c'est mon souhait. Je souhaite que tous les enfants de la Côte d'Ivoire rentrent en Côte d'Ivoire. Si on doit aller dans une réconciliation normale, il faut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire rentrent en Côte d'Ivoire. Et je t'ai dit que s'il y a des actes qui doivent être faits, un jour, chacun va assumer les actes à faire. Mais dans le devenir de la Côte d'Ivoire de demain, on ne peut pas aller se réconcilier et puis laisser un enfant de la Côte d'Ivoire derrière. Super. Serge Kassi, là, je te présente deux casquettes, celle de l'artiste et musicien engagé et celle du combattant politique. C'est laquelle des casquettes qui tirait beaucoup mieux là? Les deux. Non, si tu devais choisir une seule. Non, j'ai pas de choix parce que si je fais un choix, on ne va, ça veut dire qu'on va toujours me coller les deux. Parce que depuis 30 années, depuis 30 ans, on va dans la 30e année, je suis dans ce combat-là. Je suis dans ma position là. Je n'ai pas changé de position. Hein. C'est les autres qui ont changé de position. Moi, je suis dans cette ligne-là et je l'ai gardée jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, je suis l'allié naturel du Fonds populaire ivoirien et des forces vives de la nation qui se battent pour la démocratie, qui se battent pour la souveraineté de l'Afrique, de mon pays et du bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je me bats contre la France-Afrique, je me bats contre les impérialistes qui sont en train qui nous maintiennent dans cet état de pauvreté, dans cet état mental d'assister et tout. Ça, c'est le combat que je mènerai tout le temps que je passerai sur cette terre pour que mon peuple retrouve son lustre, mon peuple décide de lui-même ce qui est bon pour lui. Parfait. En tout cas, cette position est très bien connue. Justement, elle t'a valu l'exil. Durant cet exil, tu as fait partie des artistes qui ont battu le pavé pendant de nombreuses années à aller rendre visite au président Laurent Gbagbo, à aller chanter, à aller l'encourager. Il a dit ça l'a beaucoup touché. S'il y a une image que toi tu gardes de toutes ces années de détention du président Laurent Gbagbo, lorsque tu es allé le voir un jour, il y a quelque chose d'exclusif que tu pourrais partager avec nous là où tu es allé le voir, tu vois le président Laurent Gbagbo en face de toi. Cette scène-là que vous avez vécue à deux, si tu dois la relater là, ce serait laquelle? En tout cas, de toutes les images que tu as pu garder, toutes les fois où tu es allé le voir en prison. Non, je retiens une chose, et ça, c'est pas lui qui m'a dit, mais c'est Blé Goudé, quand je suis arrivé, il m'a sauté dans les bras. Et puis, on s'est entrelacé, et puis il m'a dit, ah oui. Elle était sûre que ton papa là, depuis 5 heures du matin, il est debout. Et nous, tu sais, il nous dit, en tout cas, son fils arrive. Donc, il faut qu'il prenne des dispositions pour le recevoir. Donc, la liste, parce que quand je suis arrivé, c'est 20 minutes après que le vieux est venu. Donc, depuis 5 heures du matin, c'est levé parce que il a annoncé à tout le monde que son fils arrive. Ça m'a touché. Vous savez, il y a des choses il y a des actes qu'on pose qui sont plus forts que tout, que l'argent, que l'or, que le diamant, dans la vie de quelqu'un. Et le président Laurent Gbagbo a posé des actes dans ma vie qui m'ont marqué, non seulement parce que je me rappelle, quand j'ai sorti mon album, il a dit, le petit là, il a des problèmes à côté de nous, allez prendre tous ses cassettes. Tu as vu que Abidjan est gâté. C'est pour ça que j'ai dit que je suis l'allié naturel du Fonds populaire ivoirien, parce que j'embrasse non seulement ses idées, mais il a posé des actes aussi. Et puis un jour, c'est lui qui m'a marié. Je ne lui ai pas demandé. Hein. Il m'a fait appel. Tu étais caché pour te marier. Donc tu ne sais pas que je suis ton papa. Puis il m'a donné sa pièce d'identité. Va à la mairie, non seulement ici ton témoin. Parmi tout ça, Gbagbo Laurent a été mon témoin du mariage. Franchement, il y a des choses qu'un père, tu comprends, c'est pour ça que c'est un père pour moi. C'est pour ça que il y a des actes qu'on pose dans ta vie qui te marquent. Tu comprends? Moi, je me souviens, dans ma famille, je dis bien ma famille biologique, en 90, ils sont tous réunis. Parce que c'était au temps du PDCI. Il y a un parti qu'on dit, toi, c'est le BT là que tu es en train de suivre. Si quelque chose t'arrive là, il ne faut pas nous appeler. Hein. Il dit réunion de famille. Hein. Pas au bout. OK? Et puis, je leur ai dit,
Vous êtes tous des cadres. Vous êtes tous des cadres aujourd'hui. Mais si vous connaissez ceux qui sont battus pour que vous soyez des cadres aujourd'hui, dans ce pays-là, il y a des gens qui ne vous connaissaient pas. Mais dans les temps de 45, 30, 45, Ça marche avec ils lui. sont battus. Oui. Ils sont battus pour que vous soyez ce que vous êtes. C'est clair que ça marche avec lui. Donc, j'ai dit aux gens, j'ai dit à mes parents, Ouais. que considérez que je suis le sacrifié de la famille. Et puis, j'ai vu cette image-là, tu sais, de 90, j'ai vu cette image-là quand je me suis marié, en 2007, et que c'était le président Laurent Gbagbo qui était là, et je voyais mes mêmes oncles là, qui étaient heureux de voir le président Laurent Gbagbo. C'est un symbole fort. Oui. Très, très fort. Justement, tu es allé voir le président Laurent Gbagbo combien de fois en prison? Je crois 4 fois, je crois. 4 fois. Outre la confidence du président Charles Bleuc II, justement, je veux que tu nous serves là une image vraiment forte. Lorsque tu le vois en prison, à la prison de Schneningen, et qu'il vient comme ça au parloir te voir, tu coules pas des larmes, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est bizarre, mais là, moi j'ai les larmes de crocodile. C'est-à-dire tout ce qui me touche, il y a certaines fautes qui peuvent me toucher. Je vais pleurer. Mais c'est pour rien, j'ai pleuré. Pour rien, mais là, moi, coulé. Mais là, c'est-à-dire, quand j'ai vu, puis il a dit sergent! Et puis, il m'a serré dans ses bras. C'était fort parce que tu sais, on m'avait, quand je sortais de la Côte d'Ivoire, tout le monde m'avait annoncé mort. Donc, on s'est reboré, tout ça. C'était fort. C'est-à-dire, c'était la rencontre d'un père et son fils. C'était fort. C'est pour ça que je dis, la relation que j'ai avec le président Gbagbo, c'est le rapport de père en fils, parce que il me l'a dit plusieurs fois. Il dit, toi, tu es mon fils. Pour moi, c'est cette relation que j'ai avec lui, parce que je le vois en père. C'est que j'ai perdu mon père quand j'étais en exil. Je n'ai pas pu aller l'enterrer. Je n'ai pas pu aller l'enterrer. Mais quand je vois le président Gbagbo, je me souviens même quand ma mère est décédée, c'est Jeannette Koudou qui s'est déplacée pour venir chez moi à la maison. Et puis elle m'a dit, mon fils, ne pleure pas. Ta mère n'est plus là, mais c'est moi qui vais la remplacer. Quand je me mariais, je suis allé la trouver, j'ai dit, maman, je veux que c'est toi qui m'accompagne sur l'hôtel. Elle a commencé à pleurer. Parce que pour elle, c'était un honneur que je lui faisais. C'est toi, tu m'as dit que comme ma mère n'est plus là, c'est toi qui es ma mère. Quand je vais au Ghana, je suis allé au Ghana 3 fois, je veux la voir. Parce que je la considère comme ma mère. Justement, vu que tu parles de mariage, ce mariage, il a tenu, celui de 2007. Bon, sauf que je ne te parle pas de ma vie privée. Non, je sais qu'il n'a pas tenu parce qu'après, je sais qu'il y a quelques années, tu t'es... Non, parce que je sais que quelques années après, tu t'es marié. Je veux te dire une chose. Je refuse de parler de ma vie de couple. Parce que c'est la seule chose qui peut qui me concerne. Ça, tu gardes ça pour toi. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. Mais la seule chose que je veux garder pour moi, c'est ma vie de couple, ma vie privée. Ça ne regarde que moi. On peut dire ce qu'on veut. Mais ça, tu ne me verras jamais en train de passer ça dans le pays parce que ça ne regarde personne. Non, moi je te le concède, hein. Mais c'est vrai que quand tu t'es remarié, tu étais tellement content que tu l'as aussi. Quand tu allais retrouver ta femme au Ghana, tu en as parlé. Tu es en train de dire aux gens que je te dis que c'est ma vie privée. N'en parlons pas. Ok. Merci. Il n'y a pas de problème, Sergent. On va revenir au président Laurent Gbagbo, justement. Le 26 juillet 2021, lui et le président Alassane Ouattara se sont rencontrés. Quel est ton commentaire sur cette rencontre qui reste du coup quelque chose d'assez historique tout de même? Tu le dis fort bien. C'est tout ce que les Ivoiriens attendaient depuis. Ça aurait pu se faire en 2011, après les sociétés militaires. 10 années après, c'est pour ça que quand nous nous battions dans les rues, ici pendant ces 10 années, nous disions à la communauté internationale et partout où on était, que
c'est l'angle, c'est la pierre angulaire qui manque à la Côte d'Ivoire. S'il n'est pas là, cette réconciliation ne se fera jamais. Moi, sur toutes les chaînes de télé où je suis passé, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, elle ne peut pas se faire, c'est pas possible. Et là, avec Parce cette rencontre, que la qu'elle est effective maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire, non, elle n'est pas encore effective. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a 2 camps, il n'y a pas 4. 2. Si les 2 camps ne se retrouvent pas, c'est que quelle réconciliation pas. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé ici en 2011, j'ai vu, on a envoyé des gens, des délégations pour nous chercher pour rentrer. Le régime a envoyé des délégations, les gens ont envoyé des délégations partout, on a envoyé même des artistes pour aller chercher les gens ici. Il y en a qui sont partis. Mais je leur ai dit que moi, Serge, je n'irai pas en Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que la pièce qui devait être là pour qu'on parle de réconciliation n'est pas là. Donc, de quelle réconciliation on parle pour aller faire une caravane, des tournées, La pièce est là maintenant, tu rentres quand justement? Puisqu'on va vers la fin de l'interview. Justement, la pièce est maintenant là pour préparer notre retour. Ok. Parce que j'ai toujours dit depuis le début, parce que les gens n'ont pris pour des fous. C'est pour ça que je t'invite à écouter mon dernier single qui va sortir. Il y a Dieu dedans. Tout à fait, ouais. Parce que c'est ce que je raconte. Le bilan de tout, où j'ai dit Dieu était dedans parce qu'on nous a regardés comme des fous. Moi, je me rappelle quand j'ai fait cette déclaration pour dire je n'entrerai pas en Côte d'Ivoire tant que le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, les civils, militaires, civils, ne sont pas sortis du prison pour l'entrer en Côte d'Ivoire, je n'entrerai pas. Sur la toile, j'ai eu près de 10 000, combien 8 000 de personnes qui ont dit tout ce qu'ils voulaient. Je cherche à les revoir encore pour qu'ils Ça me permet de te poser une question. Vu que tu parles des réseaux sociaux rapidement avant qu'on revienne sur ton arrivée. Sur les réseaux sociaux, justement, pourquoi tu ne te prends pas un community manager? Parce que dans tes productions, les gens te reprochent, il y a pas mal de coquilles dans tes publications. Pourquoi tu ne te prends pas un community manager? Parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Donc, je te la pose. Bon. Si tu as fait cette remarque que j'ai des coquilles, moi, je suis journaliste. Est-ce que je suis écrivain? Non, j'arrive. Est-ce que je suis journaliste? Est-ce que je suis écrivain? Non. J'ai fait une page, j'ai fait 2 pages, j'ai 2 ou 3 pages. J'ai fait des pages de musique, ma carrière musicale qui est gérée. Et puis j'ai fait une page pour mon combat. Personnel. Mon prix personnel, mon combat. Serge Kassi. OK? Et là-bas, depuis 10 ans, je suis, parce que j'ai voulu que les gens sachent que nous autres, quand on nous regarde là, nous autres, on est parti à l'école aussi. Donc, j'écris. C'est-à-dire, je chante et puis j'écris. Et puis je parle. Tu comprends? Donc, depuis, quand sur ma page, je fais des analyses politiques. Je fais des analyses sur des situations depuis 10 ans. Il y a photo. Il n'y a pas photo. Mais au moins, si on a lu et puis on a vu le contenu de ce que j'ai dit. Parce que je voulais montrer aux gens que quand les gens nous regardent, ils pensent que c'est parce qu'on a échoué à l'école qu'on est parti faire de la musique. Moi, souvent, je leur dis que c'est parce que j'ai fini mes études supérieures en comptabilité en 90. Tu te souviens qu'on a dit que Gbagbo Laurent m'avait amené à l'ENA? Oui, je me rappelle. J'ai pris ça pour une insulte. On dit, moi, Gbagbo Laurent m'a amené à l'ENA. Moi, c'est quasi. C'est-à-dire que c'est comme si on disait que Gbagbo Laurent, après 17 années, m'amène me demande de retourner au CP1. En 90, j'aurais pu être cadre. Cadre à la BIAO. Ouais, où tu étais stagiaire, tout et j'ai embrassé la carrière musicale parce que j'ai fait des études supérieures en comptabilité. Mais justement, tout de même. C'est pour dire que j'ai un bagage intellectuel, culturel. Je suis d'accord avec sur tous les sujets. Je suis d'accord. Économique, politique, culturel, et tout. Sur tous les débats, je suis assis et puis. C'est genre ça, concède-le-moi, mais si ces combinaisons verbales que tu fais, si elles étaient bien structurées avec moins de coquilles et que tu prenais les attaches d'un community manager, ce serait bien. Non, les coquilles. Les fautes, il y a beaucoup de fautes dedans. Mais pour parler de manière vraiment relâchée. On est qu'à clair. Je sais que tu as fait ça. Et ça t'a valu quand même pas mal de clashs souvent avec Théophile Kouamouo qui te reprochait ça. Non. Non, je sais qu'il y avait des problèmes de fond d'idéologie, mais aussi quand il... J'ai jamais eu de... Non, après, je sais que vous êtes réconciliés, hein. Sur Facebook, sur la toile, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire à son camarade que tu as fait des fautes. Non, il n'y a pas.
Parce que sur la toile, il y a des écritures de la toile. Non, mais toi, tu es un artiste, tu peux avoir un community manager. Non, j'arrive. Il faut qu'on soit sérieux. On ne vient pas sur la toile pour dire il faut écrire, il faut bien écrire. Non, parce que sur la toile, il y a des mots, chacun écrit comme il veut. C'est parce qu'il y a des écritures de la toile, de Facebook, de Twitter, il y a des écritures, et c'est accepté. Donc, on ne va pas venir dire à Cesc, si tu fais des fautes, d'ici, elle n'a pas mis S. Maintenant, souvent, quand j'écris, je ne prends pas souvent le temps, souvent, rapidement de lire, parce que je perds dans l'endroit, et puis quand je fais un truc, et puis après, je balance. Mais après, quand je me relis, je corrige les fautes. Mais, on ne va pas me faire ce reproche. J'ai jamais été un littéraire. J'ai été aux finances comptabilité. Ok, tu es plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les lettres. Maintenant, après, et puis, attends, j'ai aussi tant de fautes que ça, je suis désolé. Voilà. Je le comprends bien, On va terminer rapidement. C'est vrai que tu es un artiste. On a cette interview, forcément, je l'ai dit tout à l'heure, quand on rencontre Serge Kassi, la politique, ça absorbe tout le temps, mais tu restes un artiste reggae. Tout à l'heure, tu as parlé de lui, d'Alpha Blondy. Vos rapports ces dernières années, il y a pas mal de petites frictions. Est-ce que vous n'allez pas chercher à les harmoniser? Pourquoi tu ne me demandes pas sur mon nouvel album? Non, on va parler de ça. On va parler de Y'a Dieu dedans, forcément. Bon, comme tu me on va terminer par ça. Comme tu me parles de mon... Parce que là, on parle de ton statut d'artiste, justement. Ok. J'ai été blessé par mon grand frère. J'avoue que ça m'a blessé. Ça m'a choqué parce que je m'attendais à tout, sauf à cela. Mais je m'attendais à tout sauf à cela parce que quand j'étais au Ghana, mon grand frère m'a fait une chose qui m'a, parce que il a oublié que j'étais un artiste, comme lui. Et que mon image, là, je le vendais. Je te suis, hein. Que mon image, je le vendais. Et que venir sur le perron de la présidence pour dire que j'aurais distribué des armes, que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu me prendre pour sa caravane devant la presse internationale, c'était de me livrer à la vindicte populaire. Et puis, c'était de faire que on puisse me traiter de tout. Or, tout le monde peut me dire ce qu'il veut, mais sauf mon grand frère, avec qui j'ai passé près de 30 années. Avec qui, quand il est arrivé des États-Unis, c'est avec moi il était. Il dormait chez moi. On répétait ensemble, on marchait ensemble. Quand je quitte à l'école, à l'IMST, on marche et puis on vient. Et puis avec les Rousses, on répétait ces morceaux pour qu'on aille jouer, pour que le public le connaisse, parce que ça nous faisant Kassi à confier. C'est mon frère. C'est mon grand frère. Et je vais te donner tout ce respect-là depuis ces années. Et tu comprends que et quand je suis touché comme ça, j'avoue que j'ai pleuré quand j'étais au Ghana. C'est pour ça que on ne s'est plus vu jusqu'aujourd'hui. Mais il est assis dans son coin, Moi, je me souviens que sur RFI, il m'a même traité de couillon, de rentrer en Côte d'Ivoire, que j'avais pas à faire des trucs comme ça. Mais je lui ai dit que je lui ai répondu en disant que je préfère être un couillon vivant qu'un couillon mort. Donc c'est comme ça que bon, on est resté chacun dans son coin. Mais je pense que les choses ont certainement évolué, que bon, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de mettre tout ça au clair et puis reprendre notre relation là où on a laissé, mais ça viendra. Mais justement, depuis toutes ces déclarations dont tu parles, est-ce que tu as eu à rentrer en contact avec lui? Non, je suis en exil, bon. Un coup de fil quand même, c'est ton grand frère. J'ai dit, je suis en exil. Tu comprends ce que ça veut dire, être en exil? Je suis en exil. J'imagine, ouais. Donc, c'est pas le premier réflexe que j'ai. Mon premier réflexe, c'est de suivre. Je cherche à suivre. J'ai survécu, ça fait 10 ans. Parce que personne ne sait comment je mange, comment je bois, où je dors, non, personne. Donc, je pense qu'il y a des choses qui viennent après.
quand tu te retrouves, quand les choses, tu te retrouves et que tu deviens ce que tu es, parce que ça fait 10 ans que je n'ai pas une vie normale. Ça fait 10 ans que je n'ai plus une vie normale. Je suis réfugié politique. Donc, tout pas que je pose, je fais attention à tout ce que je fais. Parce que je suis dans un pays qui n'est pas le mien. Donc, c'est la question que tu me poses, hein, ça va venir après, peut-être. Si Dieu me donne l'envie. Voilà, c'est ça le plus important. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque chose a son temps. Je n'ai pas, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, en arrière, si tu me poses la question, je lui ai dit que je ne veux plus le voir. Aujourd'hui, les choses ont changé dans ma tête. Avant qu'on termine par Il y a Dieu dedans, justement, tu parlais de quelque chose qui est assez fort quand même. Pendant toutes ces 10 années, comment tu as vécu justement? Ben justement, il y a Dieu dedans. Parce qu'il m'a permis de survivre. Parce que j'ai vécu, quand je suis arrivé ici, j'ai vécu des choses encore plus difficiles que quand je sortais de quand je sortais de la Côte d'Ivoire. Aller au Ghana. Je suis sorti de là. Et, et Dieu merci, j'ai pu avoir mes papiers. Et j'ai toujours continué ce que j'avais à faire. Et j'ai toujours cherché à rester dans ma ligne et vivre sobrement pour pouvoir tenir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu tout le temps sur mon passage des personnes vraiment bien qui m'ont aussi aidé à avancer dans cet exil-là. J'ai eu le temps de leur dire merci. Mais j'ai toujours pris mon Dieu parce que il a été toujours là. Un moment qui t'est resté gravé, quelque chose de difficile que tu as vécu pendant toutes ces 10 années d'exil, dont tu te rappelles là, c'est quoi? Oh, ce moment-là fait partie de ma vie privée. Parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Et Dieu merci, j'en suis sorti. Mais c'est quelque chose que je partage pour moi. Et avec Dieu. Il y a Dieu dedans, on termine par ça. Quel est le message que tu lances à travers ce nouvel album? Euh, on a passé 10 ans. Vous savez, Dieu fait des choses. Je dis toujours à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me suivent, si tu ne croyais pas à Dieu avant, prends l'histoire de Babou Laurent. Tu vas croire en Dieu. Si tu ne croyais pas à Dieu avant, remonte-toi de l'histoire de Babou Laurent. Tu vas croire en Dieu. Et tu vas savoir que il existe et puis il est réel. Parce que ce qui est arrivé là, c'est au-dessus des humains. C'est-à-dire la sortie de Babou Laurent de son bunker, de ce que je rappelle le bunker de sa résidence. Avec 90 000 tonnes de bombes. Il est sorti. Il a mené à Korogo, où on a trouvé des trucs de poison dans son corps quand il est arrivé en Hollande. Il a tenu. Ça, c'est une révélation, ça. Laisse ça. Il y a des trucs de poison dans son corps? Laisse ça. Quand il est arrivé. Bah, puisque tu en parles, on est tenu de rebondir là-dessus quand même. Ne rebondis pas. On a trouvé. Il est rentré à la CPI malade. Très malade. Qu'est-ce qu'on a mis dans sa nourriture et puis il a mangé là? C'est pour ça que j'ai dit, laisse ça. Et puis, il est dans un procès où c'est toute la communauté qui gère le monde. C'est-à-dire la communauté impérialiste mondiale qui l'ont pris et qui l'ont déposé. C'est-à-dire c'est quand où on va et puis on dit on ne revient plus. Et puis contre toute attente. Lui, parce qu'on a commencé à déporter nos parents, nos grands-parents, des Samori, des Katos, ils ne sont jamais plus revenus. Mais il y a un seul qui est revenu. Si ce n'est pas le plus haut des hauts,
qui était là, assis, et qui a fait sortir de là, au-delà de tout. Il n'y a personne qui pourrait s'imaginer ça. Mais il l'a fait. D'où l'expression, il y a Dieu dedans, au final. Parce que on a toujours dit, depuis qu'on était à Abidjan, dans nos meetings, nous avons l'Éternel des armées avec nous. Puis on nous a demandé où il est votre Éternel des armées là. Parce qu'on nous a enlevés d'Abidjan, on nous a poursuivis, on est parti là. Généralement. C'est cette somme-là, en fait, si tu veux, c'est cette somme-là de trucs là qui dit que. Il y a Dieu dedans. Il est dedans au début, il est dedans à la fin. Il faut croire en lui. Parce que l'exemple typique de ces 10 années où nous sommes battus, il était au devant de notre lutte. Une heure de temps d'échange, on n'a rien vu passer. C'était tellement un beau récit de vie, vraiment saupoudré d'un parfum politique énorme. C'est clair que ce genre d'interview, très souvent, lorsqu'on les termine, on dit, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu? Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Quel est votre dernier mot? Moi, je vais terminer par quoi? Quel mot, quel message tu souhaiterais faire passer à Laurent Gbagbo? Non, tu ne peux pas demander. Si, un message pour ton père. De donner voilà, un message à son père, justement. Non, moi, je ne peux que dire à mon référent, à mon leader, à mon père, que je suis fier de ce qu'il est. Je n'ai pas connu Thomas Sankara. Je n'ai pas connu Lumumba. Je n'ai pas connu Kwame Nkrumah. Je n'ai pas connu tous ces leaders africains dont j'ai chanté les noms, dont j'ai toujours pris comme référence dans le combat que je mène depuis 31 ans, bientôt. Mais Dieu m'a donné la chance de connaître celui qui allait révolutionner le combat panafricain. Gbagbo Laurent. C'est une chance inouïe. Et je suis fier de ce qu'il est. Je suis fier de son combat. Je suis fier de mener ce combat-là à ses côtés. Et je serai toujours fier de ce qu'il est. Vous l'avez compris, Serge Kassi a un amour christique au sens propre du terme pour Laurent Gbagbo. Son combat artistique, politique aussi se confondent à ce référent, à cette personne qui s'est mise aujourd'hui comme un partenaire pour lui. Serge Kassi, merci de nous avoir fait partager ce récit de vie. On se souhaite quoi? Bon courage encore, plein succès. On espère te revoir très bientôt à Abidjan. Par la grâce de Dieu, le jour où tu entendras que les prisonniers politiques, civils et militaires sont sortis de prison, le jour où tu entendras que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, le jour où tu entendras que tous les réfugiés dans les camps de réfugiés au Ghana, au Togo, au Bénin, aux pays papiers dans le monde sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire, tu sauras que mon arrivée en Côte d'Ivoire est imminente. Nous sommes le 6 août 2021, donc la veille de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, qui est le 7 août. On attend forcément le discours du président de la République et forcément le président Laurent Gbagbo a donné la liste des prisonniers. On espère que ces prisonniers, leur libération, donc ouvrira la porte et indiquera la porte de sortie, la porte de retour à Serge Kassi qui refuse jusque-là, qui reste accroché à sa carte de 10 ans. Il n'a pas demandé la nationalité française, bien qu'il vive en France, parce qu'il a un amour fou pour la Côte d'Ivoire. Sergent, on te souhaite en tout cas bon vent et surtout bon retour en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été notre invité pour le plateau d'Actu People. Merci. C'était un plaisir d'être dans le plateau d'Actu People et j'espère que tu seras à mon cocktail de presse parce que l'album il sort le 14 août prochain en Côte d'Ivoire et en France. Ok, parfait. J'appelle tous les Ivoiriens à s'approprier. Il y a Dieu dedans. C'est sur ce mot qu'on termine. Que Dieu vous garde. Merci. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. En tout cas, il y a Dieu dans votre vie et vous serez victorieux. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès avec pour invité Serge Kassi. Merci beaucoup.